J'ai commencé à avoir l'idée dans les débuts des années 2000, de la complexité et la voie sans issue, à mon sens, du monde moderne. Alors, d'autres y ont pensé avant moi, hein, René Guénon, un peu avant moi quand même, et donc il y a des gens bien plus malins que ma petite et humble personne qui ont déjà compris il y a très longtemps que probablement le monde basé sur la quantité, sur le consumérisme, tôt ou tard, d'un point de vue déjà philosophique, il allait arriver à son terme. Parce que nous ne sommes pas des êtres qui, bien que dans l'idéologie libérale, on nous explique qu'on veut toujours plus, c'est faux. Nous voulons vivre bien, nous voulons vivre heureux, mais pas forcément avec toujours plus. Et si c'est le cas, c'est une maladie mentale en réalité. Et donc j'ai commencé à me rendre compte de cela dans le début des années 2000, étant passionné d'histoire, lorsque c'était d'une évidence énorme que l'on nous ment pour nous envoyer dans des guerres. Ça a été le cas en 2002-2003 pour la deuxième guerre en Irak, pour l'invasion et l'occupation de l'Irak. Je me suis rendu compte que c'était une évidence énorme, ce mensonge. Et donc, j'ai repris tous mes livres d'histoire, je les ai repris les uns après les autres, on a commencé à voir les mensonges, à démonter, et Internet aide beaucoup pour cela. Alors il y a de tout sur Internet, il y a des choses farfelues comme il y a des choses très intéressantes. Et si on se donne la peine de chercher, alors là c'est rien de nouveau, hein, Chomsky avait déjà, pour ceux qui connaissent, avait déjà théorisé le fait qu'un totalitarisme de marché, le monde dans lequel on est, c'est donc ça, eh bien il va noyer les vraies informations, il n'a pas besoin de censurer, il n'a pas besoin de cacher les choses, il va les noyer dans un flot d'informations quasiment infini, et donc ça rend très très difficile de savoir trouver la vérité, de savoir trouver les vraies informations. Mais enfin j'ai fait un petit peu ce travail, et je me suis rendu compte en cherchant, et en simplement avoir une prise de conscience de l'état réel du monde, et c'est vrai que avoir voyagé à travers notamment l'Afrique, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, m'a fait voir surtout la voracité avec laquelle nous consommons les ressources naturelles. Donc je me suis dit, bon, philosophiquement, nous sommes dans une société qui ne nous rend pas très heureux, on est dans un monde consumériste. On consomme de plus en plus vite des ressources naturelles que j'ai découvertes comme étant limitées. Dans le livre, j'explique très bien comment la fonction exponentielle nous empêche de voir la réalité parce que nos cerveaux ne sont pas conçus pour comprendre l'exponentiel. Et puis, la conclusion et également la compréhension du système financier qui régit les économies modernes aujourd'hui, qui est basé sur du vent, sur de la fraude. C'est une fraude généralisée. La compréhension de ces éléments m'a fait conclure que nous allons inexorablement et de plus en plus rapidement, avec une accélération de plus en plus forte tous les jours, vers un effondrement économique qui est basé sur les piliers suivants. Tout d'abord, effectivement, la fin des ressources naturelles. Nous en consommons de manière exponentielle, celles-ci sont limitées, et même les nouvelles découvertes ou les nouvelles technologies qui nous permettent de gratter un peu les fonds de tiroir, comme ce qui est le cas des gaz de schiste et des sables bitumineux, etc., vont très très rapidement, dans la décennie, dans les 20 ans qui viennent, nous amener à un monde où nous n'avons plus d'énergie bon marché du tout. Et donc notre économie ne peut plus exister de la manière dont elle est structurée aujourd'hui. Deuxièmement, cette consommation, ces modes de vie, cette utilisation des ressources énergétiques ont comme effet terminal la création de déchets sous forme de pollution, sous forme bien sûr d'ordures, mais c'est surtout la pollution. Et celle-ci détruit l'environnement, utilise les eaux, épuise les sols et nous amène là encore beaucoup plus rapidement que l'extinction simplement de la fin des ressources. Elle nous amène à la destruction de ce qui nous permet de manger. Enfin, ce qui nous permet dans le sens global. Donc d'abord dans les pays où l'agriculture est hyper intensive et où la population ne cesse de croître. Pakistan, Inde, Afrique, Chine même dans une certaine mesure, bien que la population ne croît pas, et aussi États-Unis et dans certaines parties de l'Europe, les sols s'épuisent, les nappes phréatiques sont à bout. Nous n'allons pas pouvoir nourrir 7 milliards d'habitants, et encore moins 8, et encore moins 9, et encore moins 10. Nous allons face à simplement un épuisement de la capacité de la planète à produire des ressources alimentaires. Et si on enlève le pétrole, alors là c'est toute la mécanisation de l'agriculture qui disparaît, et là on retombe à probablement une planète qui peut nourrir 1 ou 2 milliards d'habitants, pas 7, pas 8. Et lorsque la FAO, j'étais encore à Rome, je passais devant ce magnifique bâtiment
qui était l'ancien ministère des colonies de Rome, fabriqué dans les années 30 avec cette belle architecture futuriste, eh bien, la FAO annonce qu'on pourrait nourrir aujourd'hui 11 milliards de personnes. Oui, aujourd'hui, avec des ressources illimitées, avec une mécanisation extrême et une utilisation de toutes les surfaces possibles, mais on n'y arrivera jamais. C'est impossible. Et enfin, donc, effondrement écologique, pardon, donc, effondrement des niches écologiques, effondrement des écosystèmes qui nous permettent de vivre, et sans même aller dans le réchauffement climatique et ce genre de choses. Donc ça, en plus, c'est la cerise sur le gâteau, si c'est vrai, si effectivement ça arrive. Ce qui va déclencher, à mon avis, avant que nous soyons à 20 ans avec très très peu de ressources naturelles, avant que nous ayons fini de détruire la dernière niche écologique, bien avant cela, le détonateur d'un système qui est en fait complexe, donc fragile, donc instable, donc imprévisible, le détonateur, à mon avis, c'est l'effondrement du système financier. Système financier qui est basé sur deux piliers. Tout d'abord, la croissance qui sera impossible à terme, puisque nous n'avons pas les ressources et les énergies bon marché pour la continuer. Il faut savoir qu'avant l'ère industrielle, la notion de croissance était absolument inconnue, impossible, puisque l'économie était essentiellement agricole, avec un petit peu de manufacture. Et lorsque vous êtes un artisan ou un agriculteur, si vous voulez produire 2 fois plus, il vous faut 2 fois plus de bras. Donc le concept de croissance est proche, le ratio est de 1 à 1, donc le concept même de croissance est un non-sens. Or, depuis l'invention de l'industrie, qui est permise, surtout par la capacité de maîtriser les énergies qui sont contenues dans tout ce qui est donc pétrole, charbon d'abord, pétrole ensuite, gaz, etc., eh bien, nous a permis d'industrialiser et donc d'avoir le concept de coût marginal. Plus on produit, plus le coût marginal baisse, plus les profits augmentent. Et donc nous avons incorporé dans la vie de tous les jours, et le plus rebelle des rebelles également, nous avons incorporé cette notion de croissance, cette notion de profit, à tel point aujourd'hui que c'en est devenu la religion. Aujourd'hui, on nous parle de croissance négative lorsque l'économie va mal. On nous parle je veux dire, tout ce que vous entendez à la télévision, c'est ne vous en faites pas, nous allons résorber le chômage, réduire la pauvreté, réduire la faim dans le monde, éliminer la calvitie, que sais-je, par la croissance économique. C'est la solution miracle à tout. Or, celle-ci est impossible. On aura peut-être parfois un 0,5% d'une bonne année par hasard, mais c'est impossible. Et puis, le deuxième pilier de l'économie financiarisée, c'est la dette. Et quand on regarde d'ailleurs de plus près, on se rend compte que nous n'avons pas eu de croissance réelle depuis les années 70, surtout depuis les années 80, et que tout a été fait, une économie financiarisée, une économie de services, avec très peu de production, en tout cas dans nos pays européens. Nous voyons à quel point nous avons désindustrialisé nos économies. Tout ça, ça a été fait par la dette. Donc nous avons pu continuer à croître en créant de la dette. C'est facile. Vous voulez une nouvelle voiture, vous voulez une nouvelle télévision, vous vous endettez. Vous voulez acheter une maison, vous vous endettez. Votre État veut fabriquer un pont, il s'endette. Il veut fabriquer des routes, il veut acheter la paix sociale pour nourrir des millions de nouveaux habitants dans votre pays. Par la dette, il va pouvoir acheter cette paix sociale. Sauf qu'une dette, une fois qu'elle grandit, quelqu'un va vous amener la facture et il va falloir payer. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'arriver. Je pense que les oligarchies financières, elles se rendent bien compte que c'est le moment où les pays, en tout cas la plupart des pays occidentaux, ont passé le seuil où ils vont pouvoir rembourser leurs dettes, et donc ils vont essayer de ramasser le maximum de billes avant que ça s'effondre. Et donc évidemment, ils commencent par les pays les plus faibles, tout en affaiblissant les pays un peu plus forts. Ça commence comme par hasard, la Grèce, le Portugal, Chypre. Et je vais vous faire remarquer que samedi dernier, lorsque il y a eu cette attaque de diligence hold-up dans un wagon de RER ici à Paris, le même jour, donc pour probablement centaines ou quelques dizaines de milliers d'euros de butin, fait par les racailles, simultanément, le même jour, les racailles d'en haut, les racailles oligarchiques, les racailles de la finance, ont fait un hold-up sur un pays, la Chypre. Donc vous voyez, donc maintenant ils sont en train de revoir, parce qu'ils sont aussi très incompétents, donc on a vu que le hold-up est carrément fait au niveau d'un pays entier. On vous dit, voilà, votre compte en banque vient d'être ponctionné de 6,6%, de 9%, voilà. Alors c'est intéressant de voir comment les gens réagissent. Je vais y venir. Et donc, cette dette, aujourd'hui, elle va commencer on va venir avec la note.
Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire la dette. Et pour comprendre la dette, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'argent. L'argent, on peut faire 4 ans d'études financières, mais je vais vous les résumer en 1 minute. L'argent, c'est une créance sur du travail. Après tout, si on vous paye 20 € de l'heure, après 1 heure de travail, vous avez 20 €, vous allez vous acheter à manger, ben voilà, c'est votre travail. La dette, c'est donc de l'argent que vous devez à quelqu'un, donc c'est une créance sur du travail futur, puisque vous allez devoir travailler dans le futur pour faire ce travail. Lorsqu'on voit des niveaux de dette qui dépassent le 100% de vos revenus, que ce soit à l'échelle d'une personne, de toute façon on ne vous laisse pas arriver à ce niveau de dette, ou à l'échelle des pays, où là c'est possible, on voit les États-Unis avec des niveaux catastrophiques, comme la Grèce, comme l'Angleterre, la France s'y rapproche, et on ne voit pas d'inversement de tendance, eh bien, une créance sur du travail futur, et quand cette dette devient infinie, ça s'appelle une créance sur du travail infini, ça s'appelle l'esclavage. Et c'est le but ultime du financier, de nous mettre tous en esclavage. C'est génial l'esclavage. Et en plus, il n'y a pas besoin de chaîne, on le fait volontairement, parce que c'est nos propres désirs, c'est notre propre envie de consommer qui nous a mis dans ce pétrin. Et il regarde, il nous observe, et il voit avec délectation que nous continuons à nous endetter de plus en plus, au lieu de tout foutre par terre et d'en mettre éventuellement 2 ou 3 accrochés à un lampion. Ce qui devrait être ce qu'auraient fait nos grands-parents, évidemment, sans hésiter, alors que nous sommes des moutons dociles, il faut l'avouer. Alors, j'incite pas devant les caméras à la violence, mais la question qui va se poser, c'est que cette dette immense, tôt ou tard, parce que c'est une loi de la physique, aussi sûre que la gravité fait que si je lâche mon livre, il va tomber par terre et pas rester en l'air, autant l'illusion que nous fait aujourd'hui, c'est que cette dette, elle est gérable, etc., c'est faux. Tôt ou tard, ces dettes qui continuent à grandir, elles vont nous amener à ce qui a toujours arrivé dans les pays surendettés, ce qui est toujours arrivé dans les pays qui ne contrôlent pas leur monnaie, leur masse monétaire, l'hyperinflation. Je vous fais court. Hein. L'hyperinflation, que j'ai vu et vécu moi-même quand j'ai habité au Zimbabwe, fin des années 90, c'est spectaculaire. On a vu également en Argentine, où les gens étaient payés tous les matins. Ils recevaient leur salaire journalier, parce qu'on ne peut plus payer au mois tous les matins. Il y avait une inflation en Argentine, au début des années 90, de 30% par jour. Au Zimbabwe, c'était bien plus grand. Lorsque vous avez 30% par jour, le salaire que vous avez reçu ce jour-là, le lendemain, il vaut 30% moins cher. 30% de moins, vous achetez 30% de moins de choses. Et donc vous voyez la ruée sur des biens de consommation. Et là, ce n'était qu'un pays, donc ce n'était pas la fin du monde. Enfin, c'était tout de même gérable, simplement. Il fallait vite. Cet argent brûlait, il fallait absolument le dépenser. Acheter n'importe quoi, des bougies, du savon, des pneus de vélo, enfin, que sais-je. Parce que ça avait encore une valeur et on pouvait l'échanger le lendemain contre autre chose si nécessaire. L'hyperinflation, vous l'avez vécu en France il y a 2 siècles. Vous avez eu de l'inflation dans l'après-guerre. En Italie encore un peu plus, etc. L'Allemagne a vécu ça au début des années 20, et puis également entre 29 et 31. C'est un tueur des économies, c'est un tueur de l'épargne, c'est un tueur des classes populaires massif, parce que votre argent disparaît, et vous n'avez plus aucun pouvoir d'achat. Et là, on découvre les conséquences néfastes. La problématique, c'est que dans les années 30, la dernière fois que c'est arrivé en Europe, nous étions des populations homogènes, nous étions des populations éduquées, nous étions des populations disciplinées. Nous nous sommes serrés les coudes, ça a été dur, on s'est fait la guerre, et on est plus ou moins retombé sur nos pattes. Ça a été extrêmement dur. Mais aujourd'hui, nous sommes hétérogènes, nous sommes ignares, nous sommes incivils, nous sommes égoïstes, nous sommes sans morale, où la seule morale est l'argent. Le profit, le court terme. La question qui se pose, c'est que inévitablement, dans ces prochaines années, la convergence de ces crises lourdes, elles vont amener, grâce à ce détonateur de la crise financière qui fait tic-tac, tic-tac, et qui, sous toute logique, aurait déjà dû péter. Mais le système est quand même assez fort et il arrive à tenir, mais jusqu'à quand? Lorsque ça va péter, toute l'économie tombe. Et si toute l'économie tombe, tous les systèmes d'approvisionnement auxquels nous sommes habitués qui permettent à des immenses villes, parce que là aussi, dans les années 30, Paris, c'était 1 million et demi d'habitants. Maintenant, c'est quoi? 10, 12, l'agglomération. À l'époque, il y avait des fermes à Paris. Plus aujourd'hui. Ou alors 3-4 fermes sur les balcons. On en parle dans le 2e livre.
Et lorsque le détonateur va déclencher le surpétage intégral, toutes les entreprises font faillite, personne ne fournit les supermarchés, les pharmacies, les hôpitaux, l'armée, 60-80 000 hommes, ils ne vont pas reprendre le flambeau, c'est pas possible. Pas dans un pays comme la France, c'est trop petit. Enfin, le pays est trop grand par rapport à la capacité, la logistique militaire. Puis avec quelle réserve de pétrole? Il n'y en a plus. Vous avez quoi? Combien de raffineries en France? Puis vous n'avez pas de pétrole non plus. Donc il faut bien se rendre compte que le moment où ça pète, le moment où on ne vous livre plus, en France, mais pas qu'en France, parce que l'explosion, moi, mon scénario préféré, celui où ça va venir des États-Unis. Tout s'arrête. Et lorsque tout s'arrête, dans les 24 heures, il n'y a plus d'eau, plus de nourriture, plus de médicaments dans les pharmacies, les supermarchés se vident. Et c'est là où ma prévision s'arrête. C'est-à-dire que ça, j'arrive à le prévoir de manière scientifique, de manière factuelle, de manière empirique. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de contradiction sur tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Jamais. Pas une fois. Personne. Au contraire, les géologues me disent, vous avez raison, les gaz de schiste, c'est le bidon, ça va amener 3-4% de pétrole pendant 2 ou 3 ans, enfin de gaz pendant 2 ou 3 ans, ça va faire baisser un petit peu le coût de l'électricité parce qu'on va brûler le gaz pour faire pendant quelques années, mais je peux vous parler très longuement de ce qu'on m'a expliqué là-dessus par exemple, peut-être on le fera après, mais ce ne sera pas du tout la solution. Les économistes me disent, ouais, tu as raison, on est tous en train de flipper, mais on ne sait pas quoi faire. Les gens qui sont au pouvoir sont largués. La solution ne viendra pas d'eux. Ils n'ont plus de pouvoir d'ailleurs. Les politiciens ne comptent pour plus rien. Ce sont des larbins, on le voit aujourd'hui. Ils obéissent aux ordres de lobby, de la finance, des grandes industries. C'est fini. Il n'y a même plus de démocratie. Ce n'est plus qu'un simulacre. Il n'y a plus de solution. Moi, je ne crois pas que c'est possible. Alors, à partir de là vient ma spéculation. Alors, ma thèse commence à ce moment-là. Je veux dire, l'effondrement, pour moi, c'est même plus une thèse, c'est une donnée. Ça va arriver. Alors, est-ce que c'est dans 5 ans? Est-ce que c'est dans 10 ans? Ma théorie, c'est que je ne vois pas comment on va pouvoir tenir plus que 10 ans. Je ne vois pas comment... Peut-être je me trompe, peut-être c'est dans 20 ans, mais je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt proche. C'est pas peut-être cette année, mais dans 2 ou 3 ans, ça commence à devenir chaud. Dans les 10 ans, pour moi, c'est certain. Mais c'est un avis. Je peux me tromper. Là où ça devient intéressant, c'est de spéculer sur les 2 questions, les seules 2 questions auxquelles il faudrait pouvoir répondre à ce moment-là. La première, c'est comment vont réagir les gens. Là, les théories sont ouvertes. Je peux écouter des gens qui me disent non, mais vous voyez les choses en noir. Les gens ont un bon fond. Les gens réagissent bien. Nos leaders sont bons et ils veulent notre bien. Les gens sont prêts, sont pleins de solidarité, d'amour les uns pour les autres. Et lorsque ça ira mal, tout le monde s'embrassera dans la rue, sera solidaire et nous allons nous en sortir. Par magie. Bientôt, mon éditeur, Les Retours aux Sources, cette année va sortir un livre extraordinaire, le titre n'est pas encore certain pour le français, un livre qui montre à quel point nos sociétés sont pleines de déni. C'est un livre qui nous vient des États-Unis, où ils ont toujours quelques années d'avance, où cet auteur explique pourquoi et comment psychologiquement nous vivons dans le déni, et comment nous n'allons pas pouvoir comprendre ce qui arrive. Ma thèse, c'est que ça ne va pas être les bisounours. Ma thèse, c'est que quand on sera face au manque, ça va chier. Les gens vont sortir le pire qu'ils ont en eux. Pas tous. La plupart seront apathiques. Comme je l'ai vu dans les pays de l'Est, dans le début des années 90, on voyait les gens qui n'avaient pas compris que le socialisme, c'était fini. Et que maintenant, c'était l'économie de marché, qu'il fallait se bouger son cul. Et on voyait les petits vieux, les retraités, les pauvres, à qui on avait simplement supprimé leur retraite, qui étaient hagards dans la rue, qui ne comprenaient pas, qui devenaient SDF. C'était horrible. Mais c'était comme ça. Je ne juge pas, je n'ai pas une appréciation. On peut, en privé, j'ai une appréciation morale. Mais mon analyse est froide. Mon analyse est simplement en train de dire, voilà ce qui va se passer. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Évidemment que c'est pas bien, mais je ne suis pas là pour faire du sentimentalisme, je ne suis pas là pour faire du pathos. Je ne suis pas là pour vous dire, ça va être horrible, les handicapés vont tous mourir. Les gens qui ont des maladies chroniques, s'ils ne se préparent pas, ils vont tous mourir. Les vieux grabataires, ils vont tous mourir. Je pourrais faire mon gauchiste de base et pleurnicher et obtenir des subsides. Non, ça ne sert à rien. Alors ça, c'est la première question. Comment on va réagir? Ça, on pourra en discuter plus en détail tout à l'heure. La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est là où on rentre dans le vif du sujet. Dans mes livres,
Parce que c'est ce que j'ai fait à partir de 2005. J'ai un peu tout laissé tomber ma carrière, mais qui marchait bien. Donc ça m'a coûté très très cher d'un point de vue financier, mais enfin, ça va. Et j'avais mis de côté, donc ça va. Et quoi faire? Et là, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, c'est cette idée de résilience, cette idée d'autonomie, que l'on peut résumer dans ce concept, qui n'est pas de moi, mais qui est un excellent concept, de base autonome durable. Pourquoi une base? Parce que je crois, je prétends, peut-être que je me trompe, mais je pense que la plupart des gens vont pouvoir se sortir en étant fixes, en étant enracinés. C'est un grand concept, ça. C'est pas juste une maison. C'est l'enracinement, c'est que d'une part, vous allez dire à un moment, voilà, ça c'est une ligne, au-delà de cette ligne, on ne vient pas. Je n'accepterai pas toute la merde chez moi. Toute la violence, je n'accepterai pas chez moi. C'est ma ligne de défense. Alors oui, certes, c'est pas une approche de guérilla, on en reviendra peut-être dans la deuxième partie. Mais à un moment, conceptuellement, il faut une base, il faut un endroit où on se fixe. Pas forcément seul, c'est là où ça deviendra intéressant. À plusieurs probablement, dans un groupe. Je vous en reparlerai. Autonome, parce que le seul moyen de se sortir de la dépendance d'un système qui veut faire du profit sur notre argent, et ce système qui va disparaître, forcément, ce n'est uniquement par l'autonomie. Le vrai rebelle, le vrai révolutionnaire, c'est celui qui est autonome, celui qui n'a pas besoin des autres, celui qui produit sa nourriture, celui qui produit son eau, celui qui sait se défendre, etc. Et puis durable, parce que la période de chaos qui va commencer, nul ne sait combien de temps elle va durer. 2 semaines, 2 ans, 20 ans, plusieurs générations, impossible de le savoir. Ça dépend de la vitesse de l'effondrement, ça dépend de la durée. Alors je ne veux pas sembler, et c'est parce que ce n'est pas mon propos, je ne veux pas être un apocalyptique, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas l'apocalypse du tout, c'est la fin de notre monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, pour faire cette base autonome durable, j'ai déterminé qu'il y a 7 éléments importants, dans lesquels je ne vais pas aller dans le détail. Il y a plein de vidéos que vous allez voir sur Internet ou simplement lire mon livre. D'ailleurs, les gens qui croient avoir compris mon livre simplement en voyant des vidéos, même si elles sont parfois longues, se trompent. Dans le livre, on va beaucoup plus loin, il y a beaucoup plus de subtilité, donc je vous conseille d'acheter le livre. Ou d'aller sur Internet, le trouver gratos, si vous savez utiliser Google, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est bien. On ne va pas sauver tout le monde, ça aussi c'est génial. Je vois beaucoup de gens me posent des questions en disant « Oui, est-ce que tu peux me résumer mon livre ?» Je reçois des emails comme ça. Ma réponse est généralement « Oui, le livre dit que les paresseux vont mourir. » Et voilà. Bref, donc ces 7 éléments sont l'eau, la nourriture, l'hygiène et la santé, l'énergie, la connaissance, la défense et le lien social. Ces éléments sont tous complémentaires et indissociables et indispensables. Et je donne les traces sur comment travailler. Alors, lorsque le premier livre est sorti, évidemment, on a été étonnés, ça a eu un succès incroyable, on est à plus de 20, quelques mille ventes, uniquement par bouche à oreille, donc ça veut dire que c'est peut-être pas mal. En tout cas, ça fait plaisir quand on a son bébé et que ça marche bien, etc. D'autant que je prends un certain risque, puisque je me montre... ça ne plaît pas à tout le monde de s'entendre dire que le monde va changer, que ça va être violent. Allez dire à une nana qui a un gros cul, vous allez voir la baffe qu'elle vous fout dans la gueule. C'est un peu pareil, quoi. Vous dites aux gens, tout sur quoi tu t'es basé, toute ta vie, tout ton passé, tout ton système éducatif, tout ton système de valeurs, va mourir, va s'effondrer. Tu dois tout recommencer à zéro. Ça ne fait pas plaisir. Je le sais, c'est comme ça. Il n'y a de pire personne, quelle est l'expression? La personne à laquelle on est le plus capable de mentir, c'est soi-même. Et bref, on a eu du succès, et puis une remarque que l'on m'a faite, qui est, je trouve, très juste, c'est celle de dire, mais effectivement, votre idée, c'est d'avoir des bases autonomes durables, très bien, on comprend, mais moi, donc je l'ai faite dans la montagne suisse, dans la campagne. Moi, j'habite en ville. Les gens me disent, mais j'habite en ville, je fais comment? Et c'est vrai que quand on regarde, 95% des habitants de France, par exemple, ont un mode de vie urbain. Ils croient habiter à la campagne pour certains, mais en fait, ils ont un mode de vie urbain. Ils vont faire leurs courses, ils posent des gamins, ils vont en bagnole. C'est un mode de vie urbain, en réalité. Et donc, ma réponse, c'est de dire, no fucking way, c'est impossible, vous n'allez pas vivre en ville. Et puis on m'a dit, non, mais bon, tu peux pas nous dire ça. Je veux dire, tu nous dis en fait qu'on va mourir. Ouais. Et puis, en discutant avec Vol Ouest, donc il y a un Français qui habite aux États-Unis, qui a fui la France avec dégoût
il y a longtemps, un peu comme Depardieu, mais c'est quelqu'un de plus maigre. Et très sympa aussi. Et moins riche. Et qui en gros habitait à Los Angeles, ensuite au Montana, puis qui a monté un site, un blog qui s'appelle Le Survivaliste, qui parle de techniques de survivalisme, bon, très bien, très intéressant, que j'ai découvert après la sortie de mon bouquin. Il n'était pas sur mon radar avant. Je l'ai contacté, puis je lui ai dit, ah c'est intéressant, il a lu mon livre, il m'a dit, ouais j'aime bien ton livre, c'est intéressant. Et puis finalement je lui ai dit, mais écoute, toi aussi tu as cette question, ouais, comment on fait en ville, ouais moi aussi. Alors j'ai dit, écoute, bouge pas, j'ai pris l'avion, je suis allé au Montana le voir, on a discuté un petit peu, je lui ai dit, mais écoute, est-ce que toi tu vis en ville? Mais t'as vu où j'habite? J'habite pas en ville, j'habite dans la campagne, dans le Montana. Et je lui ai dit, donc toi aussi t'es d'accord, vivre en ville c'est la merde, ouais c'est la merde. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui vivent en ville? Et puis on s'est dit, on avait la même idée, on s'est dit, on va créer un bouquin où on se lance le défi, comment est-ce qu'on fait en ville? Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dès le premier chapitre, on dit, fuyez, partez des villes. Partez des villes, c'est un environnement très fragile, trop dangereux. Et puis, pour ceux qui veulent vraiment rester en ville, voilà, on a quand même écrit un livre, on a repris les 7 éléments, l'eau, la nourriture, l'hygiène, etc., la défense, et on s'est creusé la tête pour dire, voilà, qu'est-ce qui est simple, abordable, facile à mettre en place, le plus facile possible, parce que l'environnement sera tellement dur que vous n'allez pas créer une base autonome durable qui peut être aussi vaste et aussi pleine et aussi remplie de connaissances et de matériel que vous pouvez le faire à la campagne. En revanche, il y a des avantages en ville, parce qu'il y a beaucoup de monde, ce qui est aussi un des avantages, mais il y a aussi l'avantage d'avoir beaucoup de compétences, et d'avoir la possibilité de se créer des clans, des gens qui ont une vraie solidarité, une vraie motivation ensemble. Et on a d'ailleurs, sur l'aspect du lien social, j'ai étudié 2 exemples qui me paraissaient à la fois opposés, mais très intéressants. Le premier, truc de gauche, comme ça, Christiania au Danemark. Donc on est allé les voir, enfin je suis allé les voir, pour voir comment est-ce qu'un squat, de gauche, donc financé par l'État évidemment, donc déjà le côté autonome commence déjà à avoir un problème de ce côté-là, comment il peut s'organiser. Mais enfin, on voit des gens qui ont leur potager dans les villes, qui ont monté le truc. On en a découvert quelques-uns en France, par-ci, par-là, mais ils sont vraiment très petits, très récents. Bref, on a commencé à regarder comment ils faisaient pour ça. Un autre que j'ai trouvé très intéressant, c'est Casapound en Italie, où il y a cette occupation d'immeubles, où il y a un quartier qui est en train de s'animer avec des commerces, des librairies, avec vraiment un lien presque clanique, tribal entre les gens. Or, ils ne sont pas cousins, frères et de la même ethnie. Il y a des Italiens, des Français, il y a même des Africains, et qui ont cette approche de loyauté les uns envers les autres, basée sur l'honneur, sur le travail, sur la loyauté, des notions qui sont belles, en fait, assez intéressantes. Et donc j'ai pris ces 2 exemples, d'ailleurs on en parle brièvement bien sûr dans le livre, comme exemple. Et j'en reviens, j'étais à Rome encore il y a donc le week-end passé, pour les présenter à quelqu'un, et puis creuser un peu plus, parce que je suis vraiment très curieux de voir comment on peut le faire, parce que quand ensuite on va me poser la question, bon nous on est en ville, on est un groupe, on est je sais pas, une association, peu importe, ils montrent, en tout cas, qu'on soit d'accord ou pas avec leur idéologie, ça, chacun son truc. Hein. Moi, je trouve que c'est malgré tout intéressant. Dans le fonctionnement, c'est super bien foutu. C'est super bien fait. Et il y a une vraie autonomie. Donc c'est l'embryon, bien que c'est 5000 personnes, 30 000 sympathisants dans les lycées, etc. Enfin, déjà, c'est un gros truc, déjà. Mais c'est quand même encore un embryon de quelque chose qui peut être, et ça, pour conclure, c'est là où je vais en venir, c'est que lorsque ça va s'effondrer, que ce soit en ville ou en campagne, certes, on va devoir survivre, mais l'objectif de mes livres, tous ceux qui ont lu mon livre, j'espère, l'ont compris, l'objectif, c'est pas de survivre. L'objectif, c'est de vivre. C'est qu'on va devoir passer cette période de chaos, c'est possible en un seul morceau, mais après, il va falloir reconstruire. Et lorsqu'on va reconstruire, on a une page blanche. On va reconstruire comme on veut. Il n'y a pas besoin de reprendre, d'ailleurs, surtout pas, les modèles et les schémas d'aujourd'hui. On va pouvoir reconstruire
moralement, idéologiquement, politiquement et même génétiquement, avec les gens qui auront fait le saut qualitatif, j'espère, vers un monde qui sera le nôtre, donc qui sera à mon avis meilleur, puisque par définition c'est le nôtre, pour ceux qui auront survécu. Je m'inclus dedans, j'espère. Mais bon, c'est pas garanti, c'est pas garanti. Et donc ensuite on devra choisir. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'organisation en groupe, par le lien social, etc., elle est importante non seulement parce qu'elle est plus efficace pour s'en sortir, mais aussi parce qu'elle nous permet de reconstruire après. Ça sera sûrement le sujet d'un livre qui viendra bientôt, mais je n'ai pas encore commencé, donc 2-3 ans. Mais il y a quelque chose vraiment intéressant. Parce que ce qui compte, c'est vivre. Vivre bien. Et vivre harmonieusement. Alors, c'est des mots auxquels on peut donner 1000 sortes de définitions, certes. Mais ça, c'est pas à moi de dire, c'est à vous. C'est à ceux qui vont s'en sortir. Donc l'objectif, c'est, si vous avez vu le film Fight Club, il y a Fight Club, mais après il y a Project Mayhem. C'est-à-dire il y a un plan après, ça sera la suite. Et on pourra en parler dans la séquence off. Donc voilà, je voulais faire une petite présentation très brève. Je fais quoi, une demi-heure? Donc on va pouvoir couper et passer aux choses sérieuses.